votre grand journal du soir sur Europe 1. Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est député Modem des Hauts-de-Seine. Il est aussi et surtout un spécialiste reconnu des questions européennes. Jean-Louis Bourlange à votre micro ce soir pour nous éclairer, si possible, sur la situation actuelle. Bonsoir Jean-Louis Bourlange. Bonsoir. L'Union européenne a donc accordé un délai aux Britanniques. C'est un compromis, a dit Emmanuel Macron. Mais à quoi sert-il ce compromis ? Je crois que c'est un compromis assez illogique, assez incompréhensible. Je pense que c'est pas la faute de Macron. Macron avait une approche extrêmement logique dans cette affaire. Il voulait un compromis, il voulait un délai relativement court. Et ce qu'on a fait n'a pas de sens parce que, en réalité, pour aider Madame May à trouver une solution, mais laquelle ? Parce que le problème est très clair pour elle. Soit il y a un Brexit dur, sans deal, soit le Parlement accepte l'accord qui a été signé avec l'Union européenne, soit, ce qui est possible, puisque la Cour de justice a dit que c'était possible, c'est une nouveauté juridique d'ailleurs qui bouleverse un peu la donne, jusqu'au bout, le Royaume-Uni peut dire pousse, je reste dans l'Union. Donc c'était les trois options. Il n'y en a aucune autre sur la table. Donc il n'y a aucune raison de donner des délais infinis. Là, ça aboutit à un résultat complètement paradoxal. C'est que la mise en place du nouveau système va se faire avec les Britanniques. C'est-à-dire, or, le Parlement européen, je vous assure que quand le Parlement est élu, il se passe plein de choses. On élit le président du Parlement, on détermine il y a les rapports de force entre les groupes. Ça va se traduire par un renforcement du groupe travailliste. La délégation la plus importante du groupe socialiste va être la délégation britannique qui a vocation à disparaître dans les quelques mois. On marche donc sur la tête. Vous n'arrivez pas à imaginer qu'on puisse organiser des élections européennes, ce serait surréaliste. Les élections européennes, on pouvait les organiser. La bonne attitude aurait été de faire ce que d'ailleurs avait demandé Madame May. Je ne comprends pas pourquoi on ne lui a pas donné cet accord. Il l'avait demandé en fait pour faire plaisir aux Brexiteurs, mais de lui donner un délai jusqu'au 30 juin. C'est-à-dire qu'on élisait... Pourquoi on élisait les parlementaires ? Parce que comme elle peut à tout moment revenir, il fallait bien qu'elle ait des parlementaires. Mais avant que le Parlement se mette en place, on lui disait maintenant, vous partez ou vous sortez. Mais là, vous vous rendez compte, il va y avoir, on dit qu'il n'y aura pas de commissaire britannique. Mais c'est pas vrai. Parce que s'il y a pas de commissaire britannique, si le 31 octobre ou le 30 octobre, les Britanniques décident de rester, il n'y aurait pas de commissaire. Donc on serait dans une situation juridiquement absurde. En réalité, il fallait que le départ soit organisé. Je comprends très bien qu'on donne encore un mois ou deux à Madame May et au Parlement britannique pour essayer de faire d'avoir un peu plus de clarté dans leurs idées, mais au-delà de ça, la mise en place de l'ensemble des institutions européennes, le président de la Commission, le président du Conseil européen, les commissaires, les présidents de commission, enfin tout ça, on marche effectivement sur la tête. Emmanuel Macron l'a dit assez clairement, mais vraiment, nos partenaires sont insuffisamment cartésiens. On entend dire que c'est la faute aux Britanniques, au Parlement britannique, mais n'est-ce pas, méconnaître aussi le Parlement britannique qui peut aller très loin quand il n'y a pas d'accord. C'est même la quintessence même de ce Parlement britannique, de la démocratie britannique. Non, je crois que le pouvoir du Parlement britannique, c'est une très grande chose. Le Royaume-Uni est la mère de toutes les démocraties, mais ce qu'on demande à un Parlement, c'est de prendre une décision. Là, jusqu'à présent, le Parlement britannique nous avait habitués à avoir un two-party system avec deux partis, c'était l'un ou l'autre qui était au pouvoir, et c'était une machine à prendre des décisions avec un leadership du Premier ministre qui était incontesté et des systèmes de whip, de contrôle de discipline qui marchaient très bien. Et là, tout ça a volé en éclats. Alors que la décision, le peuple l'a prise. Est-ce que vous dites clairement, il faut faire attention à ne pas encore plus accentuer la fracture démocratique, une fracture que l'on connaît, nous, parce qu'elle date notamment de 2005, du référendum. Oui, on pourrait revenir sur 2005, mais je suis de ceux qui pensent qu'on a beaucoup tenu compte du vote de 2005, puisque ce que les Français avaient refusé en 2005... On voit la situation européenne aujourd'hui. C'était ce que les Français avaient refusé en 2005, et je crois qu'ils avaient raison d'ailleurs, c'est l'idée que le traité fut qualifié de constitution. Ce n'est
n'était pas une constitution et on a éliminé le terme de constitution. Même si on est revenu sur la volonté du peuple. On n'est pas qu'on en paye un peu les pots cassés, Jean-Luc Bourlange. On n'est pas revenu sur la volonté du peuple. Prenons un exemple. Dans le traité de Lisbonne, il y a justement la possibilité de faire le Brexit, qui n'existait pas avant, et c'est très précisément ce que voulaient les eurosceptiques et les europhobes. Ils voulaient que l'Union européenne ne soit pas une maison de force. Mais pour répondre à votre question sur le Parlement britannique, je pense que c'est aux Britanniques de savoir ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que voter le Brexit, ça ne disait rien sur la nature du Brexit qu'on voulait pratiquer. Est-ce qu'on voulait une rupture totale avec l'Union européenne? Est-ce qu'on voulait un retour au protectionnisme? Est-ce qu'on voulait un alignement sur les États-Unis de M. Trump? Ou au contraire, est-ce que les Britanniques voulaient simplement recouvrer leur souveraineté, contrôler un peu mieux l'immigration et garder des relations extrêmement coopératives avec l'Union européenne? Et c'est cette question-là ils ont qui est au sauté dans centre. le vide sans parachute. Et ils n'arrivent pas à se déterminer. Ils n'arrivent pas à choisir entre un Brexit dur, un Brexit coopératif et un non-Brexit, puisque quand même près de la moitié des Britanniques étaient contre le Brexit. Ce qui frappe aussi Jean-Luc Bourlange, c'est une forme de crise profonde du partage. Qu'est-ce qu'on partage encore? Tiens, si un leader européen devait faire un grand discours demain, Angela Merkel ou Emmanuel Macron, sur quoi il insisterait pour trouver des points communs? Qu'est-ce qu'on a encore en commun? Français, Italiens, Hongrois? Oui, vous avez tout à fait raison. Je crois que la crise européenne est une crise du partage, mais j'irai beaucoup plus loin que vous. Je dirais que la crise française est une crise du partage. La crise britannique est une crise du partage. La crise espagnole et catalane est une crise du partage. La crise italienne est une crise du partage. Nous ne sommes pas engagés aujourd'hui dans une crise européenne, nous sommes engagés dans une crise des corps politiques. Il n'y a plus partout en Europe de véritable loyalisme politique. Les partis sont opposés les uns aux autres. Le second tour n'est plus l'occasion de dégager des compromis positifs. Regardez la façon dont Emmanuel Macron a été élu au second tour. Il avait fait un meilleur score que Chirac en 2002, mais au second tour, Chirac avait obtenu 82% des voix. Et là, ça n'a pas été le cas en 2017. Donc nous sommes dans des sociétés profondément individualistes, profondément divisées, ce qu'a très bien montré par exemple Jérôme Fourquet dans son livre sur l'archipel. On l'avait reçu ici même. La France est un archipel, l'Europe est un archipel, l'Espagne est un archipel. Jean-Luc Bourlange, on vous connaît, nos auditeurs vous connaissent, vous êtes un fin connaisseur des questions européennes. On n'a pas l'habitude de vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a presque de la colère, de l'incompréhension dans votre voix en disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Reprenez-vous. Moi, je suis très inquiet parce que je crois que le vrai problème n'est pas celui de l'Union européenne, c'est-à-dire une institution, une sorte de superstructure qu'on charge de tous les péchés de la terre. Non, le problème, ce sont les Européens eux-mêmes. Nous sommes engagés dans le 21e siècle, c'est-à-dire un monde qui est très dangereux, avec une Amérique qui est beaucoup moins solidaire qu'elle ne l'était. Elle le montre chaque jour. Monsieur Trump nous inflige des électrochocs, une Russie qui est redevenue assez inquiétante, une Chine qui n'est pas du tout bien intentionnée, le danger islamiste. Et nous sommes divisés, comme les cités grecques à l'époque de Démosthène. Nous sommes divisés, nous n'arrivons pas à dégager, à voir à long terme, à partager, à faire des choix. Regardez le débat sur les gilets jaunes, etc. Il n'y a pas une chose qui concerne les vrais enjeux à long terme. La défense, l'Europe. Justement, la campagne des Européennes est bel et bien engagée. Est-ce qu'elle vous semble à la hauteur de tout ce que vous venez de décrire? Écoutez, elle commence. Sincèrement. On ne peut pas dire que le débat, mais le débat comme il était formaté, pouvait-il donner autre chose que ce qu'il a donné entre les têtes de liste? Je crois que la campagne commence, mais je pense qu'une bonne campagne, c'est une campagne qui dit à l'ensemble des Français, regardez ce que vous êtes, est-ce que vous défendez les valeurs fondamentales qui sont les nôtres en matière de démocratie, d'économie ouverte, d'économie sociale, de défense de la planète, et est-ce que vous voulez que tout ça soit défendu ensemble ou séparément? C'est ça la question. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore commencé cette campagne. Voilà les vrais sujets. Les enjeux devront être posés et il faut défendre des valeurs qui sont aujourd'hui menacées par les populistes de part et d'autre, et on ne pourra les défendre, et c'est ça la seconde idée, que si nous sommes les Européens solidaires. Et pour l'instant, on voit qu'il y a une très très insuffisante mobilisation, une très insuffisante solidarité à l'intérieur de nos États et entre les États européens. Merci Jean-Luc Bourlange d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1, sur ce sujet si important.